afin que le sanctuaire intérieur soit illuminé 2 fois par an, le jour de l'anniversaire de son accession au trône et le jour de sa naissance. Le phénomène du jour du soleil perpendiculaire survenait le 21 octobre et le 22 février, mais cela a changé dès 1964 avec le transfert du temple d'Abou Simbel et de son emplacement d'origine à un nouveau lieu dans le cadre du projet pour sauver les monuments de la Nubie. Dès lors, la date a changé pour les 22 octobre et 22 février de chaque année, à cause du changement de la latitude et de la longueur du temple de 120 mètres vers l'ouest et à une altitude de 60 mètres. Les rayons de soleil pénètrent sur une distance de 20 mètres à partir de la façade du temple pour atteindre le sanctuaire et continuent sur une distance de 60 mètres à l'intérieur du temple pour atteindre la statue de Ramsès II et la statue d'Amon-Ra, le dieu de Thèbes, sur le mur arrière. Et à présent, mesdames et messieurs, nous arrivons à notre débat principal d'aujourd'hui, un débat touristique. Le ministère du Tourisme choisit une sélection de monuments historiques égyptiens pour les marquer, les monuments du mois de février. Alors, sur ces pages, sur les réseaux sociaux, le ministère du Tourisme a sélectionné et fait cette sélection, il a fait mensuellement, tous les mois. Et pour mieux aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Antoun Youssef Bourdali, qui est expert en tourisme. Bonjour, M. Antoun. Allô? Allô, oui. Bonjour, M. Antoun. Bonjour, cher Samé. Bonjour. Alors, comment voyez-vous cette initiative et la sélection de monuments pour les mettre, je dirais, sous les phares, pour être plus exhibés au cours d'un mois tout entier? C'est une bonne idée, surtout qu'aujourd'hui, surtout les jeunes utilisent les moyens de réseaux sociaux plus qu'autre chose. Et c'est un moyen que les gens découvrent un peu des objets qui ont beaucoup de valeur et qui sont dans des musées, peut-être qu'ils ne sont pas très visités aussi. Parce que j'ai remarqué que la sélection, elle est faite pas seulement pour des grands musées qu'en général on va les visiter, mais des musées régionaux. J'ai vu des objets de musée de Suez, musée de Boupastis dans le Delta, musée de Matrour. Donc c'est des lieux où c'est pas évident d'y aller. Et ça permet aux gens de voir des objets quand même qui ont beaucoup de valeur, surtout des petits objets, et qui sont quand même magnifiques. Donc l'idée en elle-même, elle est très bien. Ça permet à mieux reconnaître un peu ce qu'il y a dans les musées et cette variété, effectivement, d'objets de grande valeur qui sont de toutes les époques historiques à peu près et de toutes les régions. C'est vrai que alors, tout d'abord, bonjour. Bonjour, Chana. C'est vrai qu'on a l'impression, on voit que nos jeunes sont devenus de plus en plus sensibles à la richesse donc de leur pays. Par exemple, pendant les vacances scolaires qui viennent juste de se terminer en Égypte, on a vu beaucoup de groupes de jeunes, des enfants même, se rendre à des musées, le musée de la civilisation, le musée de Tahrir, visiter les pyramides. On a l'impression que cet intérêt est devenu plus important qu'il y a quelques années encore. Et je trouve qu'effectivement, cette initiative justement de se rapprocher des jeunes avec leurs moyens de communication, c'est encore mieux, car ça leur permet justement de mieux connaître leur histoire. Oui, de mieux connaître, et aussi ça donne envie d'aller visiter. On est tous, quand on était enfant, partis avec l'école dans des excursions aux pyramides et aux musées. Donc c'est les sites classiques, tout le monde y passe. Mais ce qui est quand même vraiment très remarquable dans les dernières années, c'est que les Égyptiens et les jeunes, ils ont de plus en plus l'intention d'aller visiter des monuments plus éloignés. C'est vrai. Pendant les vacances de mi-année, on a vu un monde fou d'Égyptiens en Haute-Égypte. Des Égyptiens qui font la croisière, qui vont visiter la vallée des rois, la vallée des reines, Edfou, Komombo, Esna, qu'autrefois c'était pas accessible du tout. Exactement. Dans les circuits classiques ou dans les voyages classiques, à part les visiteurs de la région. Une école à Komombo, ils vont prendre les enfants pour visiter le temple de Komombo qui est à côté. Mais que des jeunes qui viennent d'Alexandrie vont aller visiter Komombo, Edfou et Esna, donc
ça se voit qu'il y a une prise de conscience donc chez les jeunes, chez les enfants, de reconnaître cette richesse du pays, leur civilisation, l'histoire de leurs ancêtres, ainsi de suite. Est-ce que vous pensez que ça date depuis la période où le tourisme était au plus mal et qu'il y a eu beaucoup d'initiatives nationales pour encourager au tourisme domestique et c'est là que justement beaucoup d'agences de voyage ont commencé à faire des circuits pour les Égyptiens, à faire beaucoup plus de destinations de sortie et ça a ouvert un petit peu les horizons aux Égyptiens de découvrir leur pays. On peut dire oui, c'est un peu vrai. Donc les agences de voyage ont fait des initiatives effectivement pour encourager un peu leurs produits. Mais je pense s'il n'y a pas une demande sur ce produit, ils n'allaient pas bouger. Moi, à mon avis, bon, ça c'est un des éléments qui joue, mais ce qui joue le plus, je pense que c'est après 2011 et 2013. Cette prise de conscience entre les jeunes de leur pays, de leur civilisation, de leur identité. Parce que quand même 2011 et 2013, c'était quand même une reprise d'identité pour les jeunes, surtout les jeunes générations. Les enfants qui ont vécu ces événements, maintenant ils sont des adolescents ou des jeunes, il y a plus une prise de conscience, je pense, populaire. Exactement, je parle de cette même période. Vous rejoignez mes pensées. C'est justement cette période-là. Vous vous souvenez lorsqu'on voyait les jeunes se mettre devant les musées et d'inciter les gens à visiter les musées pour pas que les musées justement perdent beaucoup de leurs recettes. On avait vu beaucoup d'initiatives qui ont fait que aujourd'hui, vraiment, on a des sorties organisées un petit peu partout dans le pays. Oui, c'est tout à fait vrai. C'est comme si que c'était une renaissance. C'est une découverte pour les jeunes et pour les enfants, qu'ils ont un pays très riche, ils ont des objets magnifiques un peu partout, qu'il faut découvrir. C'est une reconnaissance, comme s'ils avaient trouvé un trésor qu'ils ignoraient totalement. Vous voyez, tous les éléments jouent, bien sûr. C'est ça. Alors, Monsieur Antoine Bourdais, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin pour nous parler de cette belle initiative du ministère du Tourisme et des Antiquités de sélectionner les meilleurs monuments du mois de février et de les mettre sur les réseaux sociaux. Merci à vous. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de notre émission, de la partie débat, qui sera consacrée un petit peu plus sur l'actualité internationale. Effectivement, depuis plusieurs jours, on s'attendait à ce que la guerre, entre guillemets, éclate. Elle a éclaté entre la Russie a fait une attaque ce matin en Ukraine où elle a visé différentes bases militaires en Ukraine, dont Kiev. Et c'est vrai que depuis beaucoup de choses sont en cours de changement. Nous avons eu beaucoup de réactions sur le plan international de la part du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a fait une déclaration ce matin en reconnaissant s'être trompé sur la situation. Il avait mal jugé les conséquences de la situation sur place. Nous avons eu également des réactions en France, aux États-Unis. Nous avons eu des pro-russes et des anti-russes qui ont réagi simultanément. Et c'est vrai que beaucoup se posent des questions sur la situation. Et justement, nous avons notre ambassadeur, son Excellence Hessène Haridi, qui est ancien ministre adjoint au ministère des Affaires étrangères, qui nous a rejoint pour nous parler de la situation. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour. Alors, tout d'abord, monsieur l'ambassadeur, je souhaiterais revenir sur l'annonce qu'a faite le président russe Vladimir Poutine à l'aube. Je n'avais jamais vu un ton et un visage aussi ferme. Peut-être que la dernière fois que Poutine s'est adressé de cette manière-là, c'était lors de la guerre en Tchétchénie. De point de vue russe, certainement, la situation est une situation dramatique. Je crois que la Russie sont agressés par l'OTAN, par l'Alliance Atlantique, et que son plaidoyer pour respecter ses lignes rouges, c'est-à-dire sa sécurité,
son plaidoyer n'a pas été entendu de la part de l'Occident et l'Alliance Atlantique. Alors nous sommes aujourd'hui en face d'une crise internationale, d'une crise européenne, de jamais vue, je dirais, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Jusqu'à où l'escalade peut monter, personne ne le sait à ce stade-là. Mais espérons que la retenue et la sagesse et la clairvoyance vont être les maîtres du jeu et que l'Ukraine ne deviendra pas la cause principale d'une confrontation militaire entre l'Occident et la Russie. Ces jours-ci, dernièrement, le gouvernement ukrainien a fait de son mieux de faciliter, si j'ose dire, de faciliter et de rendre possible une telle confrontation. Alors, espérons, messieurs, dames, que la retenue sera le maître du jeu aujourd'hui et demain. Alors, je vais vous poser une question qui peut paraître infantile, mais que tout le monde se pose. Est-ce que nous sommes vers une troisième guerre mondiale? Non, certainement, comme vous le savez, madame, une troisième guerre mondiale, c'est-à-dire l'escalade à un stage nucléaire serait toujours possible. Alors ni l'Alliance Atlantique, ni l'Occident, ni la Russie, et ni le monde entier, en fait, ne voudraient pas que la crise actuelle se développe dans une troisième guerre mondiale. Mais la crise est une crise européenne. Et quand je dis la crise est une crise européenne, c'est-à-dire que deux questions se posent, ou deux points d'interrogation. De quelle Europe on parle, premièrement, et deuxièmement, est-ce que la Russie fait partie de cette Europe-là? Alors, aujourd'hui, je pense que les chefs d'État et gouvernement européens vont se réunir ce soir ou cet après-midi sous la présidence française de l'Union européenne et espérons que le message qui serait adressé à Moscou serait un message d'apaisement et pas un message de confrontation. Justement, depuis quelques jours, nous avons que des messages, des menaces et des sanctions. Oui, malheureusement, madame, ce n'est pas, à mon avis, c'est un avis personnel, strictement personnel, ce n'est pas le langage requis dans ces temps de crise et dans ces temps de confrontation ou de possibilités de confrontation et d'escalade militaire. Oui. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour, monsieur. Quel est le rôle que vous préconisez que va jouer l'OTAN dans cette crise? À vrai dire, Sameh, le rôle joué par l'OTAN depuis 2 semaines n'était pas un rôle qui visait à une escalade. Pourquoi je dis ça? Car les lignes rouges de la Russie sont claires. Que l'Ukraine ne serait jamais un membre dans l'Alliance Atlantique ou l'OTAN. Parmi d'autres demandes de la part de la Russie, quelle était la réponse de l'Alliance Atlantique et des Américains? Les réponses étaient, dans une certaine mesure, positives de point de vue russe, sans aborder la question est-ce que l'Ukraine deviendrait un jour membre dans l'Alliance Atlantique ou non. Alors, de point de vue russe, ça c'était la question principale. Et ça, c'est une ligne rouge que l'Alliance Atlantique devrait respecter. Et monsieur Emmanuel Macron, le président français, lors de son entretien avec le président russe,
je crois le 12 ou le 13 février courant, Oui. a parlé d'une façon générale de ce qui est connu de la finlandisation de l'Ukraine, c'est-à-dire que l'Ukraine soit déclarée un pays neutre comme la Finlande. Alors je crois, mais la question qui se pose, pourquoi l'Occident et pourquoi l'OTAN n'ont pas jusqu'alors accepté au moins de discuter de ce principe de la finlandisation de l'Ukraine. Tant que cette épée est-ce que l'Ukraine serait membre ou non dans l'OTAN, serait toujours en face du régime ou des Russes, alors je crois que la situation resterait tendue. Et comme nous avons témoigné aujourd'hui, ces tensions ne servent l'intérêt d'aucun, soit les Russes, soit les Occidentaux ou plus particulièrement les Européens. Parlant des Européens, les Européens, malgré les apparences, les Européens sont divisés. Aujourd'hui, certainement, en face de cette grande surprise, l'apparence, il aime ou il essaye de se montrer devant la scène internationale unie. Mais si les Russes ne vont pas développer leur offensive militaire d'aujourd'hui, je pense que cette unité européenne superficielle va disparaître. Alors, dans ce cas-là, j'espère que les Européens et la diplomatie européenne au sein de l'OTAN va essayer et va gagner le pari que si on parle de la paix, de la sécurité, de la stabilité sur le continent européen, alors nous, les Européens, la diplomatie européenne, devrait reconsidérer l'architecture de la sécurité européenne en tenant compte du fait que la Russie est une puissance européenne. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas parler de la sécurité et de la stabilité en Europe sans parler de la sécurité et de la stabilité des Russes. Alors, vous le savez, Monsieur l'ambassadeur, les réactions ont été multiples juste après donc la frappe aérienne russe. Mais on était étonnés également de constater que le ton est toujours le même, c'est-à-dire que Ursula von der Leyen, qui est donc la représentante du Conseil européen, s'est dit que si jamais la Russie menaçait ou elle faisait du chantage par rapport au gaz, il était temps pour l'Europe de reconsidérer ses partenaires dans ce domaine-là, sachant que la Russie fournit 40% des besoins en gaz à l'Europe. Aujourd'hui, c'est vrai que l'Europe est en train de repenser à sa géopolitique, mais comme vous venez de le dire, c'est un problème européen. L'Europe, on a l'impression qu'il y a une guerre d'ego entre les différents pays. Ils ne veulent pas revenir en arrière face à Poutine, alors que l'ONU, Antonio Guterres, ce matin, a reconnu qu'il avait eu tort, qu'il devait reprendre en considération, il avait mal mesuré la situation sur place et il a appelé au calme car c'était une guerre sans raison. Certainement. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Monsieur Antonio Guterres, que c'est une guerre, que c'est impossible de dire qui sera le gagnant. D'accord? Mais ceci dit, maintenant, Madame, je crois que le problème, ce n'est pas l'Ukraine comme un pays. Mais le problème est plus large. C'est un problème de la stratégie mondiale entre les grandes puissances, entre les États-Unis d'un côté et la Russie et la Chine d'un autre côté. Les États-Unis veulent contenir, veulent endiguer la renaissance ou l'émergence
ou le fait que la Russie, c'est une grande puissance, que ses intérêts de sécurité devraient être pris en compte, ainsi que la Chine. Mais maintenant, le message de ces frappes militaires russes aux Américains et à l'Alliance Atlantique est que ces partis-là devraient dorénavant prendre la Russie et ses intérêts au sérieux. Ça, c'est numéro un. Deux, il y a une autre dimension dans cette crise-là, et c'est ce qu'on appelle les géopolitiques de l'énergie mondiale. Et j'entends dire par ça le gaz naturel. Comme vous venez de le préciser, madame, la Russie fournit presque 40% de besoins de l'Europe en gaz naturel. Alors, avec tout le respect à madame le président de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, je ne pense pas que à moyen terme, c'est-à-dire d'ici 3 ans, que les pays européens pourraient se débarrasser de le gaz naturel russe. Alors maintenant, aujourd'hui, certainement, les messages sont des messages d'unité, sont des messages de la part des Occidentaux, des Européens, je parle, sont des messages de confrontation, de détermination à faire face à, entre guillemets, l'agression russe, mais les réalités géopolitiques restent les mêmes, madame, que la Russie est une puissance européenne, c'est une grande puissance, et excusez-moi, Je vous en prie. et que la Russie, et que ses intérêts, et que ses lignes rouges devraient être pris en compte. Très bien. Alors, c'est vrai que là, nous sommes tous en attente de ce qui pourrait se produire d'ici les prochaines heures. On a des images de Maïdan, donc en Ukraine, qui est complètement vide. Nous avons vu également le trafic rempli de monde. À votre avis, la situation sur place, c'est comment les gens ont peur et prennent la fuite, ou au contraire s'attendaient et sont préparés, sachant que le Conseil, le Parlement ukrainien a donné l'état d'alerte en demandant aux gens de ne pas se déplacer ou de limiter leur déplacement par précaution. Comment vous pensez que les gens sont en Ukraine, sachant également, pardon, monsieur l'ambassadeur, que l'ambassade d'Égypte en Ukraine a appelé les citoyens égyptiens à ne pas quitter leur domicile aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment les conditions dans lesquelles seront les Ukrainiens durant cette prochaine période, chez eux, à huis clos, ou vous pensez qu'ils vont essayer de partir dans les pays voisins? Comme on a vu sur des écrans des chaînes de télévision, madame, internationales, il y a une fuite de la capitale ukrainienne. Mais tout dépend, madame, sur comment la situation générale en Ukraine et comment les Américains et les Européens d'un côté et les Russes d'un autre côté vont essayer de contenir, vont essayer de prendre des mesures vers l'apaisement. Jusqu'alors, on n'a pas constaté, ni l'un ni les autres sont dans cette, comment dirais-je, dans cette tendance d'apaisement. Mais tout dépend, madame, aussi de l'objectif final de la Russie. Vous avez parlé de M. Poutine. À mon avis, la question n'est pas M. Poutine. La question, c'est la sécurité et la stabilité de la Russie. De point de vue historique, et on doit prendre ça en compte en analysant l'action militaire ou l'offensive militaire d'aujourd'hui de la Russie. De point de vue historique, la Russie a toujours eu cette conception que les puissances européennes veulent endiguer ou contenir la Russie. Alors, tant que cette impression, tant que cette conception stratégique de la part de la Russie
serait présente, alors je ne pense pas on peut parler d'escalade aujourd'hui. La clé aujourd'hui, c'est à Bruxelles et à Washington. C'est-à-dire, quel est le message, pas aujourd'hui, mais demain et après-demain, quel serait le message des Américains et des membres de l'Alliance Atlantique à Bruxelles pour la Russie, pour essayer de prévenir plus d'escalade dans une situation dangereuse. C'est vrai, c'est vrai. Oui. Et on a vu que, il y a un instant, vous parlez des Ukrainiens qui essayaient de fuir. Justement, la Finlande vient de déclarer qu'elle serait prête à accueillir à tout moment les Ukrainiens si besoin. Vas-y, Samar, tu voulais dire? Monsieur l'ambassadeur, également, si on revoit la zone géographique du conflit, on ne peut pas ne pas parler du rôle chinois, que ce soit un rôle physique ou un rôle juste alliance quelconque. Comment l'estimez-vous, ce rôle? Moi, je crois que la déclaration la plus sage, la plus clairvoyante, aujourd'hui, c'était la position officielle de la Chine au dernier développement, quand elle a appelé toutes les parties à respecter les intérêts de sécurité des uns et des autres. Voilà la clé de la situation. Voilà la clé, à mon avis. Et je crois que c'est la déclaration qui devrait être le titre pas le titre, mais je crois que en première. En première, demain, sur les écrans et dans les journaux occidentaux, respecter les intérêts de sécurité des uns et des autres. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Monsieur, Votre Excellence l'ambassadeur Hessène Haridi, c'est toujours un plaisir de vous avoir par téléphone. Je rappelle que vous étiez donc ministre adjoint au ministère des Affaires étrangères et également ambassadeur de l'Égypte auprès de différents pays. Merci à vous. Voilà, donc c'est ainsi donc que prend fin notre édition. Nous avons essayé de vous résumer la situation, la situation mondiale face aux dernières escalades qu'il y a eu entre la Russie et l'Ukraine. Nous sommes avec vous jusqu'à 13h pour vous transmettre une image claire et informée de la situation. Merci à vous, merci Samar. Merci Noah, merci chers téléspectateurs et bonne suite de programme.